Merci beaucoup, Eric. Magnifique topo, comme d'habitude. Voilà, donc je vais passer la parole au professeur Le Tourneau. Thierry, à toi la parole pour si tu veux faire une petite synthèse et si tu veux entamer les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Je pense que vous m'entendez bien. Et donc, on a eu la chance d'avoir 4 très beaux topos sur la sténose aortique avec l'approche d'imagerie multimodalité par Benjamin Allos, qui a défendu les techniques complémentaires à l'échographie. Ensuite, très belle présentation également de Marie-Christine Malherbe concernant notamment l'échographie, mais elle a fait de petites digressions vers l'imagerie multimodalité en passant par l'épreuve d'effort qui a été défendue par tous les orateurs. Et effectivement, je rejoins les avis de tout le monde, puisque cette épreuve d'effort est non seulement sous-estimée, mais également très intéressante et très importante pour la prise en charge de nos patients. Et puis, on a eu les 2 très beaux topos de Christophe Triboulois et d'Éric Abergel, comme toujours, très pointus dans ce domaine et qui ont défendu chacun des approches un petit peu différentes sur les sténoses aortiques serrées, notamment asymptomatiques. Donc, merci beaucoup à tous. Donc, je vais commencer par vous transmettre une première question qui s'adresse probablement plutôt à Benjamin Allos. Et cette question est la suivante. Faut-il faire une scintigraphie osseuse systématique dans le RAC et bien entendu pour éliminer une amylose à transthyrétine? Alors non, je pense vraiment pas qu'il faille faire une scintigraphie osseuse systématique. Alors c'est vrai que les différentes études récentes ont montré qu'il y avait une part non négligeable des patients qui avaient une sténose aortique serrée référés pour un TAVI qui ont une amylose cardiaque associée, donc environ 15-16% des cas selon les études. Maintenant, je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin dans l'évaluation avant de décider de faire une scintigraphie. Alors, on a des critères échographiques, même si aucun individuellement n'est vraiment très fiable, mais notamment le strain peut aider, même s'il est aussi altéré à cause du RAC, donc ça peut fausser un peu les choses. Mais en tout cas, non. Enfin, s'il faut le répondre une chose, c'est non. Et l'autre chose, c'est de vraiment évaluer à l'échographie notamment, vraiment de façon assez pointue, avant de proposer une scintigraphie qui, même malgré tout, enfin, c'est un examen qui est peu irradiant, mais il ne faut pas non plus généraliser ce genre d'attitude, je pense. Si je voulais prolonger la question, je te demanderais, est-ce que tu penses que la positivité de la scintigraphie va changer l'attitude thérapeutique vis-à-vis d'un RAO serré symptomatique? Non, je ne pense pas. Enfin, on a des critères qui sont vraiment très clairs là-dessus. Si le RAC, on l'a dit, enfin, tout le monde l'a bien dit ce soir, si le RAC est serré symptomatique, il faut le traiter. On connaît bien l'évolution naturelle des patients qui ne sont pas traités. Alors maintenant, évidemment, ça peut être une cause qui peut expliquer pourquoi est-ce que les patients qui ne sont pas traités, enfin, certains patients qui bénéficient du traitement adéquat n'évoluent pas bien sur le plan cardiovasculaire, mortalité toute cause à long terme. L'amylose cardiaque peut en être une des causes, mais probablement pas la seule, c'est sûr. Et voilà. Ça ne veut pas dire de toute façon non plus qu'il faille arrêter de suivre ces patients après l'intervention, parce que justement, ils peuvent déclarer autre chose, comme possiblement une amylose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter pour leur RAC. Merci beaucoup. Alors, il y a une deuxième question. Je pense qu'elle est restée plutôt à Christophe Triboulois, mais je pense qu'Éric Abergel pourra aussi donner son avis. Et ça, c'est une question essentielle concernant l'épreuve d'effort, parce que je pense personnellement qu'elle est sous-utilisée. On voit que c'est fréquemment le cas. Il y a une difficulté de compréhension de l'intérêt de l'épreuve d'effort, voire de l'épreuve d'effort dans le RAC. Donc la question est quand arrêter le patient est symptomatique. Christophe, si tu veux donner ton sentiment. Si la question n'a pas été entendue, c'est quand est-ce qu'il faut arrêter l'épreuve d'effort et dire que le patient est symptomatique? D'abord, nous, quand on peut faire l'épreuve d'effort, on l'a fait. Donc, ceci pour dire que il est quand même clair qu'on ne peut pas la faire chez tout le monde. Voilà, donc ça, c'est un premier point important. Enfin, nous, nos patients qui ont une sclérose aortique, ils ont 75 ans d'âge moyen. Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus vieux. Il y a un certain nombre de patients, c'est assez difficile de leur faire une épreuve d'effort. Donc ça explique aussi que nous, on l'a fait systématiquement, entre guillemets,
mais on l'a fait chez 70% des patients qui nous paraissent asymptomatiques à l'interrogatoire. Chez les autres, on juge qu'ils ne sont pas capables de la faire. Alors après, nous on utilise et les symptômes, bon, c'est vrai qu'on ne pousse pas forcément au maximum du maximum chez les gens âgés, car généralement ils sont fatigués, ils veulent s'arrêter avant, mais chez les sujets jeunes, on fait une épreuve d'effort tout à fait normale selon le protocole de Bruce. Voilà, donc après on adapte un petit peu à l'âge du patient, voilà, il y a des... mais on fait, en gros, on fait une épreuve d'effort classique. Voilà. Je ne sais pas si, Eric, tu appliques un protocole particulier. Oui. Alors, évidemment que je suis d'accord avec toi, sauf que pour moi, les chiffres sont plus hauts. Je pense qu'on arrive quand même à faire des évaluations à l'effort chez un très grand nombre de patients, et y compris des gens qui ont 75-80 ans. Alors, les protocoles, on va les adapter évidemment avec soit des paliers de 10 watts minutes, ce qui marche quand même très très bien chez les gens qui ont l'air comme ça un petit peu fatigués. Nous, on le fait au cours d'une écho d'effort. Et attention qu'on ne se méprenne pas, je ne dis pas du tout qu'il faut faire des échos d'effort, je crois qu'on a tous été clairs là-dessus, mais notre test d'effort est au cours d'une écho d'effort. Et là, c'est très important, surtout n'inclinez pas vos patients. Ça a l'air idiot, mais du moment où je mets les patients sur le côté, vous allez voir. J'ai eu plein de patients qui m'ont été adressés pour prise en charge opératoire d'un RA symptomatique parce que les patients se sont arrêtés à 60% de la FMT, tout simplement parce qu'ils ont été mis sur le côté et qu'ils ne pouvaient plus pédaler, qu'ils avaient mal au dos. Alors que quand on les fait pédaler à plat dos, ça marche très bien et qu'à ce moment-là, la performance est réellement celle-là. Donc je dirais protocole adapté, 10 watts minute très souvent, ou éventuellement des paliers de 25 watts, mais jamais plus. Et eh bien l'arrêt, c'est très simple, hein. Soit c'est le patient qui décide, c'est pas vous qui décidez, sauf bien sûr s'il y a un comportement tensionnel particulier. Et quand vous voyez que la tension chute ou en tout cas qu'elle plafonne de son trait, nous on n'aime pas. Il y a un petit signe supplémentaire qui n'est pas publié, mais qui est le rebond tensionnel à l'arrêt. C'est un signe qui est très intéressant. Vous avez des patients, ça plafonne et en plus, dès que vous les arrêtez, la systolique prend 2 ou 3 points. C'est un élément péjoratif supplémentaire très intéressant. Et sinon, moi, tant que les patients n'ont pas atteint 85 TT, je m'en fiche de leur âge. S'ils ont envie qu'ils continuent, et en règle générale, ça se passe très bien. Et quel est l'enjeu derrière? C'est que j'ai à ma consultation de stress au moins un patient à chaque fois qui est comme ça. Et il y a des patients qu'on m'a adressés il y a 6 ans, 7 ans pour les opérer, et à ce jour, ils ne sont toujours pas opérés. Et ce n'est pas parce que j'aime pas la chirurgie, ce n'est pas parce que j'en dispose pas, mais c'est du suivi. Marie-Christine a la même expérience, et je suis sûr, Christophe, que tu as la même expérience. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Bon, tu as poussé un peu loin dans le cadre de la controverse, parce que bon, c'est pas parce qu'on a un accéléré asymptomatique qu'on est immortel la première année, surtout avec quand tu as 75 ans d'âge voyant. Donc, mais enfin, de toute façon, notre approche, elle n'est pas très différente. Ce que j'ai cherché à faire, moi, et à réfléchir, c'est à augmenter la liste des facteurs de mauvais pronostic. Nous, on se base sur l'épreuve d'effort, on ne fait plus d'écho d'effort parce qu'on trouve que ça ne nous apporte pas grand-chose de plus. On a peut-être tort. Bon, non, on fait une épreuve d'effort sur tapis roulant, on fait même une épreuve d'effort cardio-respiratoire pour avoir la VO2, et je trouve que c'est plus utile que l'épreuve d'effort. Pendant longtemps, on faisait les deux, et maintenant, on fait l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, voilà, sur tapis roulant. Après, tu vois, moi, ma philosophie, c'est de ne pas oublier tout le monde, mais chez des patients qui ont un bas risque opératoire, encore une fois, d'élargir les critères de mauvais pronostic, qui sont actuellement ceux de l'ESC, pour affiner les choses, et c'est vrai que ça nous amène à opérer plus de patients que si je suis scrupuleusement les recos de l'ESC. C'est ça notre philosophie, mais ce n'est pas de se jeter sur tous les patients pour les opérer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, ce que je dis, et ce qui m'inquiète et qui ne te concerne pas, c'est que quand on regarde la littérature,
il y a une frénésie absolument inquiétante et soyez curieux, regardez un petit peu ce qui se publie et vous verrez que ce que je vous ai montré n'est pas dans l'exagération. Ce que vous a montré Marie-Christine sur des algorithmes extrêmement bizarres, quoi. C'est-à-dire on fait un strain et puis on fait une IRM et là-dedans on parle à aucun moment du patient, de qui il est, de comment il est. Parce que, moi, je vais vous choquer, mais on disait tout à l'heure, les patients, ils ne peuvent pas tous faire un effort. Alors, on ne parle pas des caricatures, j'ai la hanche malade, je ne peux pas pédaler, d'accord, mettons-les de côté. Mais des patients qui réellement ne peuvent pas bouger, mais cela, il ne faut pas y toucher. Un patient qui ne peut pas bouger et qui ne se plaint de rien, enfin, c'est quand même hallucinant de vouloir à tout prix lui proposer un remplacement valvulaire alors qu'on sait très bien que ce patient, a priori, on va attendre qu'il se manifeste quelque chose alors qu'il ne bouge absolument pas de toute la journée. On parle de patients qui sont sur leur chaise. Vous savez, moi j'ai ça de temps en temps dans mon institut, hein, on n'est pas tous d'accord, et de temps en temps on me dit « Oh là là, il est 19h, il y a un écho à faire en chambre. » Ah bon? Pourquoi en chambre? Ah, le malade, il ne bouge pas, tu sais. Ah bon? Et c'est quoi? Ah ben c'est un tavis de demain. Mais attendez, c'est déjà, ça laisse perplexe. Bon. Non, mais ça, c'est évident. Et c'est les dérives du TAVI. Enfin, ça, c'est les dérives du TAVI. Moi, je freine aussi dans le service. Toutes les semaines, je vois un malade comme ça et j'annule le TAVI. Donc ça, mais là, on est dans une problématique différente quand même des patients asymptomatiques. Il n'y a pas à leur faire un TAVI, de toute façon. Bon, je pense que si le patient, effectivement, je suis d'accord, s'il ne bouge pas chez lui, il ne faut rien faire. C'est évident. Hein. Ben, c'est évident. Eh ben, c'est bien que les gens l'entendent. Je suis d'accord. Oui, mais tu as raison. Christophe, si je peux me permettre, ce que tu as traité, ce n'est pas la multimodalité. Tu as traité des facteurs de risque. Non, mais moi, je n'avais pas la multimodalité comme sujet. Non, c'est pour ça que je dis que de défendre la multimodalité, c'est un autre débat. C'est vrai que de voir des algorithmes sur le strain plus l'IRM, on opère les malades parce que c'est ce qu'il y a de marqué. En plus, on dit que c'est the state of the art, tu vois. Donc, toi, tu mets le point sur des facteurs prédictifs, péjoratifs. C'est de l'écho. On reste sur de l'écho et du fonctionnel et de la prospective. Tandis que là, c'est pas du tout ça, la multimodalité. Et d'ailleurs, tous les protocoles qui sont en cours, c'est ça. C'est troponine plus IRM, c'est strain plus IRM, tu vois, c'est pas, je trouve que 5 mètres, c'est mieux que 5 mètres 50 ou que 55%, c'est mieux que 50. Mais moi, on m'a demandé ce que j'en pensais, donc j'ai cité aucun de ces paramètres. Tu as bien fait, mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Sur les facteurs pronostiques du RAC, avec ces paramètres, je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt. Je rejoins Benjamin sur la place de l'IRM, qui paraît quand même très intéressante, mais on n'a pas les données, il ne faut pas se baser là-dessus. Ça viendra peut-être, on verra, c'est pas sûr. Voilà, donc je suis d'accord avec vous. Hein, et ce que j'ajouterais, c'est que les recommandations sont très bonnes. Alors qu'il y a des papiers publiés, ben, tu sais, quand il y a des gens qui ont leurs entrées dans les grandes revues, donc ils peuvent publier ce qu'ils ont envie de publier, avec parfois des reviewers qui sont bienveillants, je dirais, tu vois, et voilà. Donc, mais si tu regardes vraiment les recommandations, tout ça me paraît assez sain. Après, effectivement, on peut tirer des papiers complètement délirants, mais aujourd'hui, un RAC serré, c'est pas 1,5 cm², c'est moins de 1 cm². Et je suis d'accord que c'est peut-être un peu haut, je ne sais pas, mais bon, et puis les recommandations sont très prudentes. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut pas tout prendre pour argent comptant et il faut regarder les recommandations américaines ou européennes par des consensus d'experts et puis je pense que c'est très raisonnable et puis il faut essayer de travailler pour affiner le problème. Moi, c'est ma vision, mais je pense qu'on est tous d'accord. Donc, bon, après, on présente les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Merci beaucoup pour ces commentaires. On a une question très importante aussi, enfin, peut-être simple à répondre que l'épreuve d'effort, qui concerne l'impact de la fibrillation atriale, du développement d'une fibrillation atriale dans le RAC. Et la question est, est-ce que c'est comparable à l'insuffisance mitrale? Est-ce qu'on doit prendre en compte pour l'indication chirurgicale? Je pense que l'un ou l'autre veut s'exprimer. Je veux bien, je ne veux pas monopoliser la parole, mais on travaille là-dessus depuis 2 ans. Alors peut-être sur je ne sais pas. C'est un facteur extrêmement pronostique. C'est extrêmement intéressant.
Et il y a, même chez les patients asymptomatiques, il y a un certain nombre de RAC serrés en FA qui sont asymptomatiques. Moi, j'étais étonné au début, je me disais. Et je pense, je ne l'ai pas mis dans mon topo alors qu'on a toutes les données, mais bon, comme c'est pas publié, qu'on se fait très chahuter par les reviewers à chaque fois, donc on a un petit peu de mal. Moi, je pense que c'est un élément vraiment très important à considérer la chirurgie, parce qu'on a observé que ces patients avaient une surmortalité, parce qu'on meurt quand même, hein, d'un RAC, avait une mortalité importante, et que le remplacement valvulaire permettait vraiment de redresser le cap. Donc, moi, si tu me demandes mon avis personnel, je pense que c'est un critère qui mériterait d'entrer en recommandation un petit peu molle, mais un RAC qui, au cours du suivi, passe en FA. Alors, on me dira la FA, c'est peut-être parce qu'il fait de l'hypertension, il n'y a pas le RAC, etc. Mais c'est quelque chose qui va dégrader les choses, favoriser l'insuffisance cardiaque sur un RAC. Et pour moi, c'est un élément incitatif important. Alors, si j'allais un peu plus loin, un RAC qui était jusque-là asymptomatique passe en FA et qui fait un OAP. Est-ce que alors là, moi, c'est très clair. Pendant des années, on les a réduits et ils étaient asymptomatiques. On les a retestés à l'effort. Ils demeuraient asymptomatiques. Et je disais, on a bien fait de ne pas les opérer. Et puis 6 mois après, ils refaisaient un OAP. Ça se passait plus ou moins bien. Donc ça, c'est petite expérience de clinicien de province. Mais alors là, j'ai quasiment changé mon attitude sur mon expérience clinique. Alors, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein, je sais. On a pris de mauvaises décisions pour ces patients qu'on a rattrapés. Donc, pour moi, un RAC, moi, je le fais opérer. Non, mais ça me va aussi bien, avec mes collègues. Ça me paraît, mais bon, ça me paraît être là, on s'éloigne quand même du RA asymptomatique. Je veux dire, je pense que ce sont des patients qui ne sont pas foncièrement asymptomatiques. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est pour ça qu'il faut que vous les poussiez à l'épreuve d'effort. N'hésitez pas et allez-y et montez-les parce qu'ils ne vous disent pas les choses. Bien sûr que c'est des gens charmants, sympathiques, etc. Mais n'hésitez pas, il ne va rien se passer. Voilà, c'est ça le message, c'est que non seulement vous ne commettez pas une faute, mais qu'il ne va rien se passer. On en fait tous beaucoup tous les jours et il ne se passe jamais rien de grave. Ça, c'est l'élément bien important. Christophe dit qu'on meurt du RA, il a peut-être raison, mais moi je réponds, on meurt aussi de la chirurgie et du TAVI, ce qui veut dire que, et on est tous d'accord là-dessus, avant de poser l'indication, parce que 0% de mortalité dans le New England, moi ça m'a rendu furibard, c'est un scandale. Il est tant mieux qu'en Corée du Sud, de toute façon ils font tout bien en Corée du Sud, ils n'ont pas de Covid, ils n'ont pas de mortalité, moi je vais vous dire, on va tous aller là-bas et on va se faire changer les 4 valves en préventif. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre à chaque fois. Et là aussi, on revient à du bon sens médical. Alors peut-être qu'on a l'air de vieux cons parce qu'on parle clinique, patient, on l'écoute, on veut voir comment il est sur le plan fonctionnel, mais c'est la beauté de notre métier et ça tombe bien parce que c'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qui nous coûte du boulot, c'est ce qui nous coûte aussi du sang-froid, entre parenthèses. On n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que ça rapporte dans l'affaire d'attendre ? Ça rapporte que des emmerdes potentielles. Alors que, je vais vous dire le paradoxe, et il faut que vous compreniez que dans la littérature, pourquoi est-ce que vous voyez de plus en plus, allez-y, opérez, opérez ? Parce qu'aux États-Unis, on le sait très bien, quand un médecin s'est débarrassé de son patient, il est peinard. Tant qu'il a son patient en charge, s'il y a un événement, c'est pour sa pomme. Alors que le paradoxe est que s'il le refile au chirurgien et que le chirurgien le tue, il n'est plus sous sa responsabilité. Vous voyez, on assiste à ce genre de paradoxe complètement stupide, mais qui pollue l'attitude et qui pollue la prise en charge. Merci beaucoup, Eric. Je crois qu'on est pris un petit peu par le temps. Je vais laisser Leïla poser 2 petites questions et s'il vous plaît, avec des réponses brèves parce qu'on est tenu par le symposium juste après. Vas-y, Leïla. Bon, en attendant que Leïla reprenne un petit peu, c'est juste une petite question brève, Benjamin. Est-ce que tu penses, avec ton expérience, que la fibrose, un jour, elle pourra jouer un rôle dans la prise de la décision chirurgicale?
Alors, il y a eu l'étude, le RHU Stop AS avec l'étude AS Intervention qui s'intéresse justement aux IRM faites chez des gens qui ont un RAC modéré avec juste une Vmax à plus de 2,5 m par seconde. Donc, des gens qui ont une IRM et qui vont avoir des IRM aussi dans le suivi. Donc, on fait quoi? On fait notamment justement une évaluation de la fibrose interstitielle et une évaluation de la fibrose macroscopique. Et le but, justement, c'est de combler toutes les lacunes qu'on a dans les données actuelles, qui est qu'on sait qu'il y a de la fibrose, on sait que potentiellement ça peut jouer un rôle, mais on n'a vraiment pas de données ni à court ni finalement à long terme. Et donc, peut-être qu'un jour, effectivement, ça pourra rentrer en ligne de compte. Vraiment, la fibrose, on parle de la fibrose vraiment intramyocardique, et comme le disait le docteur Malherbe, et pas du tout la fibrose qu'on peut découvrir par hasard dû à un infarctus. Peut-être un jour, mais on a des données qui sont vraiment totalement insuffisantes, voire absentes. Et peut-être que plus tard, avec notamment cette étude-là, on aura plus de données. Mais pour l'instant, vraiment, on ne peut rien en dire. Bon, merci Benjamin. Une question pour Marie-Christine. Dans le cadre de l'approche multimodalité, quel biomarqueur utiliser? On est un petit peu dérouté à choisir lesquels. C'est le BNP qui fonctionne. Les études ont été faites, ont été validées sur le BNP, pas sur le NT-proBNP. Et alors, il y a des nouveaux, tous les jours, il y a un nouveau marqueur. Bon, il y a un travail qui va être fait avec la troponine. Et je voulais, si j'ai 30 secondes, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée mardi dernier, si je peux. J'ai une très vieille dame, enfin très vieille, elle a 92 ans, elle est superbe, magnifique, elle a un RAC vraiment serré, elle est totalement asymptomatique. Et en plus, la pauvre, elle a un cancer du sein, enfin c'est la vraie vie, quoi, c'est les comorbidités, c'est le contact qu'on a avec les patients. Et puis, alors je lui fais régulièrement le BNP, et puis tiens, je me dis, tiens, je vais lui demander la troponine. Comme ça, quelle curiosité malsaine j'ai eue. Le lendemain, dès le lendemain, j'ai un appel du SAMU. Qui m'a appelé directement en me disant le laboratoire m'a téléphoné parce que la troponine est à 19 pour une limite supérieure à 17. Vous comprenez, en période de Covid, on va quand même pas hospitaliser votre malade pour un syndrome coronarien aigu. Donc voilà, ça c'est juste pour faire rire, mais ne demandez pas de troponine, hein, surtout pas, parce que vous risquez de trouver tous vos malades âgés avec un RAC asymptomatique qui ont effectivement la troponine élevée. Et c'est clair que si cette malade, je lui fais une IRM, je vais trouver de la fibrose. Et ben, je peux t'assurer, Benjamin, que je vais surtout lui foutre la paix. C'est clair. Merci beaucoup Marie-Christine, merci beaucoup Christophe, merci Eric et merci Benjamin. C'était une séance magnifique, magnifique, on n'oubliera jamais. Et donc, on essaiera de refaire un autre débat l'année prochaine. Et on espère en présentiel, comme ce qu'on fait d'habitude. Hein. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos disponibilités, pour vos générosités. C'était juste magnifique. Merci.